Deuxièmement, il y a la recrudescence du racisme, de la xénophobie. Le racisme, c'est le rejet des Noirs. La xénophobie, c'est le rejet de la population d'une manière générale, de l'autre d'une manière générale, sans tenir compte de la couleur de la peau. Donc ceux qui sont visés, ce sont les Africains, les Haïtiens, les Latinos. Les Latinos, ce sont les populations venues d'Amérique latine. Et donc ces populations subissent le racisme, la xénophobie dans certains États, et cela conduit souvent à la mort. Parce qu'avec le permis de port d'armes autorisé aux États-Unis, très facilement on dégaine son arme et cela entraîne la mort. Il y a aussi des emprisonnements arbitraires. Beaucoup de migrants sont accusés à tort pour des faits et sont emprisonnés arbitrairement. Souvent, il faut attendre 50 ans. Il y a des exemples comme ça, des gens 50 ans après sont reconnus non coupables et on les libère. Et tout cela montre que il n'y a pas en fait de melting pot, parce que dans la politique, dans la constitution des États-Unis favorise le melting pot, c'est-à-dire que tout étranger doit pouvoir s'intégrer aux États-Unis d'Amérique. Mais cette idée du melting pot prônée par la Constitution n'est pas une réalité aux États-Unis d'Amérique, eu égard aux éléments que je viens d'évoquer. Nous terminons notre exercice avec la question numéro 4. Explique deux forces du système économique chinois. Il va falloir Depuis les années 80, la Chine s'est ouverte au capitalisme. Donc son système a mélangé le socialisme et le capitalisme pour donner ce qu'on appelle l'économie socialiste de marché. C'est ce qu'on appelle encore l'économie mixte. Et cela a entraîné beaucoup d'avantages pour l'économie chinoise. Premièrement, le fait qu'il a permis la privatisation des terres et la modernisation de l'agriculture. Parce qu'avant, les terres étaient cultivées en communauté. Donc c'était la communalisation. Et cela ne permettait pas d'avoir une production massive. De plus, les moyens de production, et les techniques de production ne permettaient pas d'avoir des rendements élevés. Mais avec l'ouverture vers le capitalisme, il y a eu non seulement la privatisation des terres, donc chaque agriculteur pouvait avoir un lopin de terre pour cultiver, ce qui a boosté l'agriculture. Et en plus, il y a eu la modernisation avec l'utilisation des machines et surtout la fertilisation, qui ont permis donc d'avoir une agriculture excédentaire et de permettre à la Chine de devenir le premier producteur de céréales et de nourrir surtout sa population nombreuse, qui représente aujourd'hui environ 22% de la population mondiale. Donc on peut dire que le système économique a entraîné un boom dans le domaine de l'agriculture. Deuxièmement, le système économique, puisque ouvert au capitalisme, a permis d'attirer des investisseurs et des commerçants étrangers. Et cela a permis la création des zones économiques spéciales dont nous avons parlé dans le cours. Et ces zones économiques spéciales ont entraîné le développement des exportations. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 2, la synthèse. Les États-Unis d'Amérique sont la première puissance agricole du monde. Analyse deux forces et deux faiblesses de cette agriculture.
Analyse de deux forces et de deux faiblesses de l'agriculture des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis ont la première agriculture du monde. Cette agriculture a plusieurs forces, parmi lesquelles nous pouvons noter d'abord l'importance des productions. Grâce à des sols fertiles et à des moyens de production modernes, l'agriculture a des productions variées. Ces productions vont des céréales comme le riz, le maïs, le blé, le soja, à des cultures comme des agrumes. Vous avez aussi d'autres productions. Et donc, ces productions sont importantes et font des États-Unis le premier exportateur de produits agricoles dans le monde. Comme deuxième force, nous avons l'existence du complexe agro-industriel. C'est-à-dire que les fermiers sont accompagnés depuis la production, depuis la préparation des sols, la production, la commercialisation, la transformation. Ils sont accompagnés par des ingénieurs, ils sont accompagnés par des producteurs d'engrais, ils sont accompagnés par des banques qui leur donnent des crédits, ils sont accompagnés par des assurances. Tout cela favorise la production, la commercialisation et la transformation. Et donc, la combinaison de ces facteurs font la force de l'agriculture américaine. Malgré ces forces, l'agriculture américaine a des faiblesses. La première faiblesse, et la plus grande d'ailleurs, c'est la surproduction. La recherche effrénée du profit amène les agriculteurs à rechercher, donc à produire massivement, et donc cela les amène à s'endetter massivement. Et pour on s'endette, il faut pouvoir donc rembourser, alors que la surproduction entraîne souvent des méventes. Et s'il y a méventes, il y a baisse, des baisses des finances, des recettes financières. Et donc, cela entraîne la disparition des petits exploitants. Même si les grands exploitants résistent, il y a les petits exploitants qui abandonnent le métier de l'agriculture. C'est pourquoi on voit que progressivement, le pourcentage des acteurs qui se consacrent à l'agriculture diminue. Il y a moins de 2% d'agriculteurs aux États-Unis d'Amérique. Le deuxième problème, c'est l'érosion constante des sols et la pollution par les méthodes et les techniques d'exploitation. Effectivement, les labours profonds avec les machines dégradent les sols. Nous avons aussi la pollution par les produits chimiques, les engrais, les pesticides par exemple. Donc cela peut entraîner à la longue et entraîne à la longue une diminution des rendements, ce qui porte un coût au niveau, qui peut porter un coût au niveau de l'agriculture, au rang qu'occupent les États-Unis dans le classement mondial au niveau de l'agriculture. Donc, dans la conclusion, on se réfère à la méthodologie. Nous passons maintenant aux commentaires de documents.